Dans la cuisine éclairée du manoir, à la Moraleja, une scène inattendue rompit le calme. La fillette, les larmes aux yeux, faisait la vaisselle sans avoir touché à un seul morceau, tandis que la femme en rouge la réprimandait durement. Assis à table, le fils de la belle-mère gardait le silence. Depuis la porte, le père millionnaire apparut à l'improviste, observant, incrédule, comment sa fille était traitée comme une servante. Ce qu'il était sur le point de découvrir non seulement mettrait sa confiance à l'épreuve, mais aussi la véritable valeur du mot au foyer. Et avant de continuer, permettez-moi de vous souhaiter santé et paix. Dites-moi, de quel pays et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Dans l'élégante urbanisation de la Moraleja, tout semblait parfait, mais dans les yeux d'une fillette se cachait une peur que personne ne voyait. Après le décès de son épouse, Don Ricardo Valverde avait cherché à refaire sa vie. En homme d'affaires habitué à prendre des décisions rapides et efficaces, il crut que le mieux pour sa fille, Marina, était de lui offrir la figure d'une mère. Ainsi Isabelle Montoro fit-elle son apparition dans sa vie. Une femme à l'allure élégante, au sourire impeccable et aux manières douces en public. Aux yeux de tous, il formait le couple idéal. Lui, un homme d'affaires prospère avec des bureaux en plein Paseo de la Castellana. Elle, une dame raffinée qui savait évoluer dans les cocktails et les dîners de gala. Cette nuit de printemps-là, veille de la Saint-Isidore. La table de la salle à manger scintillait sous la lumière d'une lampe en cristal. L'arôme du pain fraîchement cuit emplissait l'air et une bouteille de vin rouge reposait au milieu des assiettes. Marina, à peine âgée de 8 ans, jouait nerveusement avec sa fourchette tandis qu'elle écoutait son père. Ses boucles sombres tombaient sur son front et ses yeux bougeaient, inquiets, comme s'il craignait d'en dire trop. Ricardo parlait avec enthousiasme d'un prochain voyage d'affaires à Barcelone. Il expliquait qu'il devait superviser un projet dans la zone portuaire, quelque chose qui le tiendrait occupé pendant au moins une semaine. Marina essayait de sourire, mais au fond d'elle, elle se recroquevillait à l'idée de rester seule avec Isabelle. À son jeune âge, elle avait appris à lire le langage silencieux des adultes, les gestes tendus, les sourires forcés, les regards qui en disaient plus que les mots. Isabelle, vêtue d'une élégante robe couleur ivoire, acquiesçait d'une expression sereine. Ses mains caressaient le bord du verre comme si c'était un geste innocent, mais ses yeux distillaient autre chose, un éclat calculateur, froid, qui ne s'allumait que lorsque Ricardo ne la regardait pas. Face à elle, son fils Alvaro se vantait d'une voiture de course que sa mère lui avait achetée ce même matin dans le centre de Madrid. L'enfant riait, plein de confiance, tandis que Marina baissait la tête en silence. La cena continua entre commentaires triviaux. Ricardo louait la qualité des huevos rotos qu'il avait goûtés chez Casa Lucio quelques jours auparavant, et Isabelle feignait l'intérêt. En fond sonore, des rires lointains et de la musique parvenaient de la ville, où les fêtes populaires de la Saint-Isidore se préparaient déjà. Cependant, à l'intérieur de la maison régnait un calme artificiel, comme si les murs eux-mêmes retenaient un secret. Lorsque l'horloge de la salle à manger marqua 22 heures, Ricardo posa sa fourchette sur son assiette et annonça d'une voix ferme qu'il partirait le lendemain. Il expliqua que ses assistants avaient déjà tout organisé, que la voiture le conduirait tôt à la gare d'Atocha pour prendre l'AVE. Isabelle sourit avec satisfaction, offrant des mots doux, « Chérie, ne t'inquiète pas, ici tout sera sous contrôle. » Marina, en revanche, sentit une boule se former dans sa gorge. Le pain dans son assiette lui était impossible à avaler et elle regardait son père avec une supplication muette. Ses petites mains jouaient avec la nappe, comme cherchant un refuge qu'elle ne trouvait pas. Personne ne remarqua comment la fillette avalait des larmes silencieuses, sauf peut-être Alvaro, qui, à ce moment-là, se contenta de continuer à mâcher sans dire un mot. Ricardo, satisfait d'avoir tout laissé en ordre, leva son verre de vin pour trinquer. Isabelle l'imita d'un geste impeccable. Marina leva son verre de lait, s'efforçant de ne pas trembler des doigts. Dehors, une voiture passa lentement dans la rue pavée, ses lumières filtrant à travers les persiennes entr'ouvertes. L'air sentait le jasmin, typique des nuits printanières madrilènes. « Papa, quand reviendras-tu » murmura Marina, mais sa voix se perdit entre les verres de vin et le silence de la table. Lorsque la porte se referma derrière Ricardo, l'atmosphère dans la maison changea d'un coup. Il ne restait plus aucune trace du ton doux d'Isabelle, ni de ses sourires calculés. La femme se laissa tomber sur le canapé du salon. Elle alluma la télévision et demanda à Marina de débarrasser la table sans même la regarder. La fillette obéit en silence, ramassant assiette et couvert tandis que les rires d'un jeu télévisé résonnaient depuis l'écran. Marina essayait de le faire avec soin, mais ses bras étaient trop petits pour la pile d'assiettes qu'elle devait porter.
Elle marcha d'un pas hésitant vers la cuisine et, pendant ce trajet, Alvaro passa à ses côtés avec une petite voiture de jouets à la main, sans offrir d'aide. Isabelle éleva à peine la voix avec une phrase qui la transperça comme un couteau, « Si tu veux dîner ce soir, commence par bien laver ses verres. » La fillette déglutit et acquiesça. Bien que son estomac gargouille de faim, la cuisine était éclairée d'une lumière blanche qui faisait briller l'évier en acier. Marina plaça les assiettes l'une après l'autre, ouvrit le robinet et laissa couler l'eau. La mousse du détergent montait comme de minuscules montagnes et ses mains s'y enfonçaient tandis que ses doigts s'engourdissaient. Chaque fois qu'un des verres glissait, son cœur s'emballait, craignant qu'Isabelle ne l'entende se briser. Dans le salon, Isabelle feuilletait une revue de mode tandis que Alvaro s'installait avec une assiette de biscuits. Le contraste était frappant, lui, mangeant tranquillement, et Marina, à peine capable de tenir debout. Isabelle, de temps en temps, lançait un ordre sec, « Plus vite, Marina, tu dois encore balayer le sol. » La fillette répondait à peine, concentrée sur le fait de ne pas laisser tomber les assiettes. Les minutes semblaient éternelles. L'eau chaude lui rougissait la peau et une larme tomba sur la mousse sans qu'elle puisse l'éviter. À cet âge, n'importe quelle petite fille devrait jouer dans la rue ou étudier avec ses cahiers de couleurs. Mais Marina était prise au piège entre des assiettes sales et les exigences d'une femme qui ne l'avait jamais aimée. Alvaro observait la scène du coin de l'œil. Il ne disait rien, mais pour la première fois, il semblait mal à l'aise. Il vit Marina frotter un verre avec tant d'effort que ses jointures devenaient blanches. Pendant un instant, il pensa lui offrir un biscuit, mais le regard de sa mère le fit taire. Lui aussi était prisonnier, mais d'une autre manière, prisonnier de l'obéissance aveugle envers Isabelle. Lorsque la vaisselle fut enfin terminée, Marina pensa qu'elle pourrait s'asseoir un moment. Cependant, Isabelle apparut à la porte de la cuisine, les bras croisés. « Pas encore. Balaie le sol et range les chaises. Ensuite, nous verrons si tu as mérité quelque chose à dîner. » La fillette acquiesça de nouveau sans protester. Son silence était sa seule défense. Depuis la fenêtre de la cuisine, on voyait la rue éclairée par des réverbères. Quelques familles passaient en revenant de la fête foraine, portant des ballons colorés et des sacs de churros. Marina les regarda du coin de l'œil tandis qu'elle balayait, souhaitant pouvoir être là avec son père, goûtant des rosquillas de la Saint-Isidore sur la Plaza Mayor. Le contraste lui faisait aussi mal que la fatigue dans ses bras. Le temps passa et la maison fut en ordre, comme si une employée adulte y avait travaillé pendant des heures. Isabelle, satisfaite, éteignit la télévision et conduisit son fils au lit. Marina, en revanche, reçut un morceau de pain dur et un verre d'eau en guise de dîner. Elle l'accepta sans se plaindre. Les yeux fixés sur le sol, tandis qu'elle mâchait lentement ce pain, elle se rappela les mots de son père, « Je fais confiance à Isabelle, elle prendra soin de toi. » Son cœur se serrait douloureusement à l'idée qu'il ne saurait jamais la vérité. Dehors, les rires de jeunes célébrant la veille de la Saint-Isidore montaient des rues, mais pour Marina la nuit n'était qu'un puits de silence. Dans la pénombre de la cuisine, l'évier encore humide et l'odeur de savon dans l'air, la fillette ferma les yeux un instant. Une larme coula sur sa joue, se mêla à la saveur salée du pain et le murmure de la ville resta aussi lointain que l'étreinte de sa mère absente. Depuis la fenêtre, la voisine Rosa observait la scène avec un air préoccupé. Elle avait déjà vu trop de fois cet enfant travailler jusqu'à l'épuisement et, en elle-même, se demandait combien de temps il faudrait au père pour ouvrir les yeux. Les jours passaient et le rire de Marina s'éteignait, comme une bougie par une nuit sans vent. Chaque matin, elle se levait avant que l'horloge de la maison ne sonne, le corps fatigué et les mains encore rugueuses à cause du savon. Tandis que d'autres enfants de son âge couraient à l'école avec des sacs à dos colorés, elle était prise au piège entre les tâches ménagères qu'Isabelle imposait avec une froide autorité. Le Comédore, qui avait avant été le théâtre de discussions familiales, se transforma en un territoire hostile. Isabelle servait le petit déjeuner à Alvaro avec générosité, du lait chaud, des tartines beurrées et confiturées, et un verre de jus d'orange fraîchement pressé. Marina recevait, en revanche, une tranche de pain presque raciée, parfois, juste un verre d'eau. La fillette baissait les yeux, n'osant pas en demander plus. L'injustice était si évidente que même Alvaro, la bouche pleine, la regardait du coin de l'œil et remuait mal à l'aise sur sa chaise. Un jour gris, avec des nuages qui annonçaient la pluie, Isabelle décida que la fillette devait nettoyer le sol de la cuisine. Tandis que Alvaro goûtait des churros au chocolat que sa mère avait achetés à la confiserie du coin, Marina frottait à genoux. Le contraste était cruel. L'odeur douce du chocolat flottait dans l'air,
mais elle ne sentait que le froid des carreaux contre sa peau. À ce moment-là, apparut Doña Carmen, l'ancienne employée de la famille, qui était venue rendre de vieilles clés. Sa démarche lente et sa voix chaude rompirent le silence de la cuisine. « Marina, ma fille, que fais-tu par terre » demanda-t-elle avec perplexité. La fillette leva les yeux, les joues maculées de larmes et le chiffon humide entre les mains. Isabelle se hâta d'intervenir, « Je lui enseigne juste la discipline, Carmen. » Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Son ton semblait cordial, mais ses yeux lançaient un avertissement. Doña Carmen fronça les sourcils. Elle était dans cette maison depuis des années. Elle avait vu Marina grandir depuis qu'elle était bébé et connaissait la différence entre la discipline et l'humiliation. Avant qu'elle ne puisse répondre, Isabelle la congédia d'un geste sec, « Merci de votre visite, mais nous sommes occupés. » Marina observa comment la femme âgée se retirait doucement, sans cesser de la regarder avec inquiétude. Cet instant lui rendit un petit rayon d'espoir. Quelqu'un avait vu la vérité. Quelqu'un savait qu'elle ne mentait pas. La soirée tomba sur Madrid avec un ciel sombre. Depuis la fenêtre, on entendait les tambours et les guitares d'un groupe de jeunes qui répétaient pour les fêtes de la Saint-Isidore. La joie de la ville semblait un monde à part, séparé par les murs de cette maison qui était devenue une prison pour une enfant. Dans le salon, Isabelle feuilletait une revue de mode, indifférente. Alvaro jouait avec sa petite voiture, mais son regard s'arrêtait à chaque instant sur Marina. Il voulait dire quelque chose, mais les mots lui restaient coincés. Il avait appris à obéir à sa mère sans la questionner, et rompre ce schéma était plus difficile qu'il ne le pensait. Marina, en silence, continua d'obéir aux ordres, nettoyer les vitres, ranger les chaises, ramasser les miettes du sol. Chaque tâche la rendait plus invisible, comme si elle s'effaçait peu à peu du monde adulte qui l'entourait. La seule chose qui maintenait son âme vivante était le souvenir des promenades avec son père sur la Plaza Mayor, mangeant de la glace en été et écoutant des histoires d'anciennes statues. Cette nuit-là, quand Isabelle s'enferma enfin dans sa chambre, Marina resta un instant près de la fenêtre. De là, elle vit la silhouette de Doña Carmen parlant avec la voisine Rosa, toutes deux regardant la maison avec une expression sérieuse. Les deux femmes échangeaient des mots à voix basse et Marina comprit qu'elle n'était pas tout à fait seule. À Barcelone, pendant ce temps, Ricardo Valverde terminait une réunion avec des architectes dans un hôtel du port. Soudain, une sensation le traversa comme un pressentiment. L'image de sa fille apparut dans son esprit avec les yeux tristes qu'il avait vus lors du dernier dîner. L'homme d'affaires, habitué aux chiffres et aux contrats, sentit une piqûre dans la poitrine qu'il ne sut expliquer. Il se leva de la table de réunion et prit une décision inattendue, il écourterait son voyage et rentrerait à Madrid plus tôt que prévu. Il avait besoin de voir Marina. Il avait besoin de s'assurer qu'elle allait bien. Il ne savait pas qu'à ce moment-là sa fille pleurait en silence, les mains gercées par le détergent et le cœur accroché à l'espoir de ne pas être oublié. Madrid se remplissait de musique et de fleurs pour la Saint-Isidore, mais dans la maison Valverde régnait un silence coupant. Des fenêtres parvenaient l'écho lointain des orgues de Barbarie, des cornemuses et des rires des fêtes populaires, tandis qu'à l'intérieur, la tension était palpable. Marina, debout près de l'évier, atteignait à peine les assiettes avec ses bras minces. Isabelle, assise sur une chaise haute, l'observait d'un air sévère. « Plus vite, Marina, nous n'avons pas toute la nuit », ordonna-t-elle d'une voix pleine d'impatience. La fillette, fatiguée, pouvait à peine garder l'équilibre avec une pile d'assiettes glissantes dans les mains. L'eau coulait sans cesse et le savon lui brûlait les gerçures de la peau. L'estomac lui faisait mal de faim, mais elle savait que toute plainte entraînerait une punition encore plus grande, ne dîner que de pain rassis ou même rien. Alvaro était assis à table avec un bol de fruits frais que sa mère avait placé devant lui. Il épluchait une mandarine et regardait sa demi-sœur avec des yeux troublés. Il n'était pas directement coupable de cette injustice, mais le silence le rendait complice. Chaque quartier qu'il mangeait lui semblait amer, bien qu'il n'osât pas le dire. Dehors, les feux d'artifice de la fête éclataient en couleurs sur le ciel de Madrid. L'éclat filtrait à travers les rideaux, teignant la salle à manger de reflets rouges et verts. Isabelle, irritée par les bruits de la rue, ferma brusquement la fenêtre et tourna sa colère vers la fillette. « Si tu veux dîner, termine d'abord tout ça. Pas un seul verre ne doit rester sale. » Marina sentit que les larmes lui brouillaient la vue. La fatigue la submergeait et ses petites mains tremblaient si fort qu'un des verres faillit glisser. Elle retint son souffle et le posa avec soin sur le comptoir. Personne n'applaudit son effort.
Elle n'entendit que la voix dure d'Isabelle, « Il reste encore le sol. » À cet instant, le son d'une clé tournant dans la serrure de la porte principale résonna dans toute la maison. Isabelle pâlit un instant, comme si elle n'attendait personne. Marina, le cœur battant à tout rompre, leva les yeux. Le silence devint plus dense que jamais. Don Ricardo Valverde entra d'un pas ferme, portant encore la mallette en cuir qu'il utilisait pour ses réunions. Il avait pris la VE de retour de Barcelone sans prévenir, poussé par cette piqûre d'inquiétude qui l'accompagnait depuis le dernier dîner. En posant un pied dans le salon, l'image qui s'offrit à lui glaça le sang, Isabelle hurlant, Marina les mains rouges dans l'évier et Alvaro assis à table comme un spectateur muet. Ricardo laissa la mallette tomber au sol, incapable de bouger le regard. Isabelle tenta de sourire, mais son expression se brisa sous l'intensité du regard de son mari. « Ricardo, je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt, » commença-t-elle à dire d'un ton incertain, mais il ne l'écoutait pas. Ses yeux étaient fixés sur Marina, sur la fatigue gravée sur son visage enfantin, sur les mains rougies par le détergent. Son cœur lui fit mal comme si quelqu'un l'avait serré fortement. « Assez, Isabelle » rugit-il finalement d'une voix si puissante que l'écho résonna dans toute la maison. Le silence tomba d'un coup. Isabelle resta pétrifiée et Alvaro laissa tomber un quartier de mandarine sur le sol. Marina, surprise, lâcha le torchon qu'elle tenait et le regarda avec des yeux brillants, remplis de peur et d'espoir à la fois. L'air de la pièce changea. Pour la première fois depuis longtemps, la fillette sentit que la justice pouvait être de son côté. Dehors, un groupe de madrilènes chantait des couplets festifs pour la Saint-Isidore, étrangers à la bataille silencieuse qui se déroulait dans cette maison. À l'intérieur, la tension s'accumulait comme un orage sur le point d'éclater. Ricardo fit un pas de plus vers sa fille. La scène était sur le point de tout changer. Le son des assiettes tombant dans l'évier fut le seul écho dans ce silence de peur. Ricardo était arrivé à l'improviste et ce qu'il voyait le remplissait d'un mélange insupportable de rage et de douleur. Marina, tremblante, gardait le regard baissé, les mains rouges à cause de l'eau chaude et du détergent. Isabelle, de son côté, tentait de retrouver sa contenance, ajustant sa robe tout en cherchant des mots pour adoucir la scène. « Ricardo, ce n'est pas ce que ça paraît, » murmura-t-elle avec un sourire forcé. « Je lui enseignais juste la discipline. Les enfants doivent apprendre les responsabilités. » L'homme d'affaires cloua ses yeux sur elle, incrédule. « La discipline à une fillette de 8 ans? Tu la fais laver des assiettes jusqu'à ce que ses mains se gercent? Tu la laisses sans dîner ?» Sa voix, normalement ferme et mesurée lors des réunions d'affaires, tremblait maintenant d'une émotion contenue. Isabelle tenta de s'approcher, mais il leva la main, l'arrêtant. « Ne dis plus un mot. » tonna-t-il. L'écho de sa voix résonna dans les murs de la maison, plus fort que les feux d'artifice qui éclataient dans le ciel madrilène. Ricardo se pencha vers Marina et prit ses mains avec délicatesse. Le contraste le déchira, les petites paumes rougies, les doigts gercés. Ses yeux se remplirent de larmes, quelque chose qu'il n'avait permis même dans les moments les plus difficiles de sa vie professionnelle. « Ma fille » murmura-t-il sans pouvoir en dire plus. Marina le regarda alors les yeux humides et de ses lèvres tremblantes sortit une phrase qui brisa le cœur de tous les présents, « Papa, tu ne me laisseras plus seul. » Le temps parut s'arrêter. Alvaro, qui jusqu'alors était resté silencieux, baissa la tête de honte. Isabelle, en revanche, fit un pas en avant, désespérée, « Ricardo, tu ne peux pas te laisser manipuler par une enfant. Moi j'ai fait de mon mieux pour tout le monde. » Mais Ricardo ne l'écoutait plus. À cet instant, il comprit que sa plus grande erreur n'avait pas été d'épouser Isabelle, mais d'avoir légué sa fille au silence et à la solitude. Il avait confié Marina aux soins de quelqu'un incapable de lui donner de l'amour, et cette absence était une faute qu'il devait maintenant réparer. « On enseigne à ma fille avec amour, pas avec des humiliations. » cria-t-il. Et chaque mot était un coup de marteau dans l'air. Isabelle recula, le masque enfin brisé. Son visage montrait de la peur et de la rage, mais elle n'avait plus de pouvoir sur la situation. Alvaro, d'une voix timide, osa pour la première fois parler, « Maman, Marina ne ment pas. J'ai tout vu. » L'enfant se recroquevilla, mais ses mots restèrent flottants comme une condamnation. Isabelle le regarda horrifiée, incapable de croire que son propre fils s'était retourné contre elle. Ricardo respira profondément, comme quelqu'un qui prend une décision irréversible. « Cette maison n'est plus la tienne, Isabelle.
tu as perdu le droit de t'appeler mère devant ma fille. Il désigna la porte d'un geste d'autorité inéluctable. Le silence qui suivit fut insupportable. Isabelle serra les lèvres, ses yeux pleins de fureur et d'humiliation. Elle prit son fils par le bras, essayant de l'entraîner, mais Alvaro résista, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas partir avec toi maintenant, maman, balbutia-t-il. Le rejet de son propre fils fut le coup de grâce. Isabelle, vaincue, sortit de la pièce d'un pas hésitant. La porte se referma avec fracas, laissant derrière elle un écho qui semblait annoncer la fin d'une ère. Ricardo s'agenouilla devant Marina, l'étreignit fortement et la prit dans ses bras. Jamais il n'avait ressenti une telle détermination. Il ne permettrait plus jamais que quiconque lui fasse du mal. La fillette cacha son visage dans sa poitrine et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité. Les feux d'artifice éclataient dehors, illuminant les fenêtres de lumière colorée. Mais le véritable éclat était à l'intérieur, celui d'un père qui, entre larmes, avait décidé de changer sa vie. La maison, avant théâtre de cris, se remplit d'un silence différent, celui du calme après la tempête. Isabelle n'était plus là. La porte refermée avec fracas avait marqué la fin de sa présence dans la famille Valverde. Dans le salon, les échos de la dispute s'estompaient peu à peu et, à leur place, restait la respiration saccadée de Ricardo, toujours les larmes aux yeux, et le léger tremblement de Marina, agrippée à sa poitrine. Ricardo la tint longtemps, comme s'il voulait rattraper tous les câlins qu'il ne lui avait pas faits ces dernières années. Sa chemise fut mouillée par les larmes de la fillette, mais il ne fit aucune tentative pour la repousser. « Plus jamais, Marina, murmura-t-il d'une voix brisée. Plus jamais tu ne seras seule. Et dans cette phrase il n'y avait pas de promesse vide, mais la conviction d'un homme qui avait compris son erreur et était prêt à la réparer. Plus tard, dans la cuisine éclairée, Ricardo alluma le réchaud et chercha des œufs, des pommes de terre et de l'oignon. Ses mains, habituées à signer des contrats millionnaires, semblaient maladroites en épluchant les pommes de terre. Marina l'observait depuis la table, les yeux encore rougis, mais peu à peu un sourire timide se dessina sur ses lèvres. Elle n'arrivait pas à croire que son père, l'homme qui déléguait toujours tout à des assistants, préparait une tortilla espagnola rien que pour elle. À ce moment-là, la sonnette retentit. Ricardo ouvrit et trouva Doña Carmen, qui était revenue après avoir entendu des rumeurs de la dispute. Elle tenait dans ses mains une boîte de rosquilla typique de la Saint-Isidore enveloppée dans du papier blanc. « J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin ce soir, dit-elle avec tendresse. En entrant, elle étreignit Marina comme si c'était sa propre petite-fille. La fillette s'accrocha à elle avec gratitude et l'atmosphère de la maison changea d'un coup. Ce n'était plus un lieu de peur, mais d'accueil. Alvaro apparut derrière. Les yeux baissés, il s'approcha doucement de Marina et murmura « Je suis désolé, je n'aurais pas dû me taire. » « Tu avais raison. » Marina le regarda surprise. Pendant des jours, elle avait senti qu'il faisait partie du problème, mais elle voyait maintenant sur son visage le repentir sincère d'un enfant pris entre l'obéissance à sa mère et la compassion. Elle ne répondit pas avec des mots, mais acquiesça doucement, acceptant le geste. Ricardo plaça la tortilla sur la table et servit des morceaux dans des assiettes simples. Doña Carmen posa les rosquillas au centre et Marina en reçut une, les yeux brillants, comme si c'était le plus grand des cadeaux. La fillette mordit un morceau et, entre le goût sucré de l'anis et la chaleur de la cuisine, elle sentit quelque chose qu'elle avait oublié, la sécurité d'un foyer. Pendant qu'ils dînaient, on entendait les feux d'artifice du festival dans le ciel de Madrid. Les fenêtres de la salle à manger s'illuminaient de reflets rouges, verts et dorés. Ricardo prit Marina dans ses bras jusqu'à la fenêtre pour qu'elle puisse mieux voir les feux d'artifice. Elle posa sa tête sur son épaule et laissa échapper un rire léger, clair, comme des clochettes annonçant la renaissance de son enfance. Doña Carmen, depuis la table, murmura « C'est ainsi que cela doit être, don Ricardo. La véritable richesse est ici, dans ce qui se construit avec amour. » Il acquiesça en silence, ému. Aucun contrat commercial ni bâtiment érigé par son entreprise ne pouvait égaler la valeur de ce moment. Dans la rue, les voisins célébraient avec des guitares et des castagnettes, partageant vin et chansons traditionnelles. L'arôme de rosquilla et de fleurs d'œillet flottait dans l'air. À l'intérieur de la maison Valverde, en revanche, la fête était intime et profonde, un père et une fille qui se retrouvaient, une famille qui commençait à guérir. Ricardo serra doucement les épaules de Marina et la souleva pour qu'elle voie les derniers éclats dans le ciel nocturne. Plus de mots ne furent nécessaires.
Elle comprit que cette étreinte était la promesse d'un avenir différent. La voix off conclut l'histoire, la véritable richesse de Don Ricardo ne résidait pas dans ses entreprises ni à la Moraleja, mais dans le sourire de sa fille Marina. Les nuits de la Saint-Isidore, lorsque les feux d'artifice illuminent les cieux de Madrid, beaucoup se souviennent de la joie partagée sur les places, des rosquillas sucrées et de la musique qui unit les générations dans la maison des Valverde. Cependant, la véritable fête ne fut pas les feux d'artifice, mais la réconciliation silencieuse entre un père et sa fille. La scène de Marina riant de nouveau sous la protection de Ricardo nous invite à nous arrêter et à réfléchir. Et vous? Si cette histoire vous a ému, écrivez un dans les commentaires. Si vous pensez qu'elle aurait pu être différente ou si vous souhaitez laisser une suggestion, appuyez sur 0. L'essentiel, chers auditeurs, c'est que l'amour sincère vainc toujours l'indifférence. Ricardo a appris que la discipline sans tendresse n'est que cruauté et qu'aucune fortune ne peut combler le vide d'un cœur d'enfant abandonné. La leçon est claire. Nous avons tous besoin d'un foyer où nous sommes acceptés sans condition, car la bonté, même dans les plus petits gestes, peut changer des destins entiers. Comme une lampe allumée près d'une fenêtre guide les marcheurs dans l'obscurité, un acte de tendresse suffit à éclairer les chemins les plus sombres de notre vie. Car la vraie richesse ne se mesure pas en compte bancaire, mais en la capacité d'aimer, de pardonner et de donner de secondes chances. Aujourd'hui, tandis que les rues vibrent de chants et de guitares, je vous invite à réfléchir, à qui pourrions-nous tendre la main pour qu'ils ne se sentent pas invisibles? Peut-être la réponse se trouve-t-elle plus près que nous ne le pensons, à la table de notre propre maison. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la. Et si vous souhaitez continuer à écouter des récits qui célèbrent la force de la famille, je vous encourage à vous abonner, car au final, la seule chose qui demeure est cette chaleur qui naît lorsque nous cessons de vivre seulement pour nous-mêmes et commençons à vivre pour ceux que nous aimons.